J'espère que vous allez bien voir avec la lumière, parce que j'ai toujours un choix de couleur très discutable. Le collier dans le micro. C'est bon? Bon, je suis sûre que vous avez hâte de parler d'entraînement, mais on va parler un petit peu de physio d'abord. Je sais qu'il y a plein de personnes dans la salle qui étaient largement aussi compétentes que moi pour faire cette intervention, Hervé notamment, Laurent, là-haut il y a Thierry aussi. Mais bon, c'est moi qui ai le plaisir de la faire et je suis ravie que Philippe me l'ait proposé. Avant de commencer, je voudrais faire une petite dédicace à Hervé Stéphane, parce que j'ai rarement l'occasion de pouvoir remercier des gens qui ont été importants. Donc, je m'offre ce plaisir de te remercier, parce que je pense que j'ai fait partie des athlètes un peu casse-pieds à entraîner, comme tous ceux qui aimaient comprendre ce qu'ils faisaient à l'entraînement, et puis que tu m'as donné ce goût de la compréhension de l'entraînement par la physio. Donc, ça me fait très plaisir de la faire devant toi. Alors, pour commencer, je vais donc m'intéresser au 400, puisque c'est le thème du colloque, en essayant d'éclairer le 400 avec les connaissances que l'on peut avoir aujourd'hui dans la littérature scientifique. Mais je ne vais parler que du 400, je ne vais pas faire de la physio théorique de plein d'autres aspects, je vais rester centrée sur la discipline. Le plan que je vais utiliser, tout d'abord, je vais m'intéresser aux stratégies de course, mais contrairement à Bruno et à Guy, je vais m'intéresser aux stratégies de course uniquement pour décrire ce qui se passe dans la fatigue et pour voir en quoi le 400 a une spécificité par rapport aux autres distances. Je vais m'intéresser aussi aux réponses cardio-respiratoires, et à tout ce que l'on peut connaître sur ce sujet pendant le 400, aux réponses métaboliques, à la lactatémie, on ne peut pas parler de 400 sans parler de lactatémie, à l'acidose évidemment, en faisant un focus sur ce qui se passe dans la dernière ligne droite. Et pour terminer, à la demande de Philippe, j'ai fait un petit point qui n'est pas sur mes spécificités de travail, mais sur la répétition d'efforts en grand championnat, pour voir comment on peut éventuellement améliorer la récupération entre les courses. Alors, pour commencer, la caractéristique des stratégies d'allure, en me basant sur ce qui a pu être fait sur le 400. Mais pour commencer, je vais regarder toutes les courses de l'athlétisme, très rapidement, rassurez-vous, le 100 mètres, le 400, le 800, le 1500, le 5000, le 10 000. Ça, c'est un petit travail que j'avais fait sur l'analyse des stratégies de course utilisées par les meilleurs sur chaque distance, quand ils courent non pas pour faire une place dans un meeting ou pour se qualifier, mais quand ils sont près de leur record. Et quand on fait des statistiques et des moyennes, on peut se rendre compte qu'on a tout un groupe de courses pour lequel la vitesse va en décroissant et un autre groupe de courses pour lequel la vitesse va en augmentant dans la fin de la course. Avec une petite spécificité du 1500 ici, puisqu'on a à la fois une accélération dans la ligne opposée et une décélération dans les derniers 200, assez minime, mais elle existe. En quoi ces disciplines qui ont une fin de course en décélération, qu'est-ce que ces disciplines ont en commun? Elles ont en commun le fait qu'il y a une contribution anaérobie qui est très importante et qui est majoritaire. Par rapport aux autres courses, on a plus de 50% des contributions énergétiques. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on a le 1500 pour lequel l'aérobie est la contribution majoritaire, et on a pourtant un profil similaire. Donc si on veut être plus précis, on peut dire que ce qui est la caractéristique de ces courses, c'est qu'on a non seulement une contribution anaérobie qui est majoritaire, mais qui est très précoce. Vraiment, le début de course est basé sur une très forte contribution anaérobie, ce qui va avoir des conséquences sur la fin de course. On va regarder plus dans le détail, le 400 par rapport au 800. Ça, en jaune, vous avez l'évolution du 400, 50 mètres par 50 mètres, et la même chose sur le 800, 100 mètres par 100 mètres. Juste pour donner quelques repères par rapport à la vitesse associée à VO2 max, la VMA, la PMA, même si c'est une notion sur laquelle on pourrait discuter. Le 400 mètres, le départ, se situe, pour vous un ordre d'idée, à 164% de cette valeur de PMA. On termine un 400 toujours largement au-dessus de ces valeurs de PMA, donc vous voyez, on est très loin de ces vitesses maximales aérobie. Et le 800, lui, comparativement, vous pouvez le voir sur la figure. Je me suis amusée la semaine dernière à faire une petite analyse comparative de tous les 400 de Séville versus tous les 400 de Berlin, et à faire des moyennes de vitesse 100 mètres par 100 mètres pour voir s'il y avait une évolution dans les stratégies de course.
Alors, je vais quand même pondérer mon propos en disant que ce n'est un championnat particulier. Il aurait fallu pouvoir étoffer ça. S'il y a vent dans le dos à Séville et pas vent dans le dos à Berlin, il va falloir pondérer. Mais néanmoins, il semble qu'il y ait une évolution assez nette, qu'on parte moins vite qu'auparavant, hein, orange c'est Berlin, et qu'on finisse plus vite, puisque là c'est le temps aux 100 mètres. Hein, donc quand ça descend, ça va plus vite. Hein, vous me suivez? Donc l'évolution aurait tendance à, je ne sais pas si les grands observateurs et les entraîneurs confirmeraient ce constat. Maintenant, je vous ai dit que j'allais m'intéresser particulièrement à ce qui se passait en fin de course. Et si l'on compare les vitesses finales, et le premier 100 mètres du 200, du 400, du 800, du 1500 et le dernier 100 mètres, exprimés en pourcentage de la vitesse pic, on voit bien que sur 400, on finit à 76% de sa vitesse pic. Donc c'est vraiment la distance sur laquelle on a vraiment la plus grosse chute de vitesse, notamment si on réfère aux disciplines voisines, où il y a effectivement cette chute de vitesse, mais qui est moins notable. Donc on peut donc dire qu'on a une caractérisation de la discipline qui est vraiment illustrée par un niveau de fatigue très important. Pour aller un petit peu plus loin, si l'on regarde comment évolue la foulée, l'amplitude et la fréquence, je ne vais pas tout détailler, mais on peut voir qu'on a une diminution de la fréquence sur 200, mais pas de l'amplitude. On a sur 800 une diminution de l'amplitude, mais pas de la fréquence. Ensuite, sur les distances supérieures, on augmente la fréquence et l'amplitude. Sur 400, on a une diminution de l'amplitude et de la fréquence, ce qui, encore une fois, est un indicateur non pas seulement d'un niveau de fatigue, mais d'autres processus de fatigue. Et les hypothèses pourraient être que non seulement on a une forte fatigue périphérique, mais on a aussi une fatigue centrale sur cette discipline. D'où vient la fatigue? Donc un petit point physio, hein, j'ai dit que je n'allais pas en faire de trop, mais un petit point de physio. D'où vient la fatigue sur 400? On a parlé des lactates dans l'histoire, ensuite on a parlé de l'acidose et des ions H+. Donc aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que les lactates en eux-mêmes ne génèrent pas de fatigue. Il faut au contraire produire des lactates, même si ce n'est pas une fin en soi, il faut aller vite. Et pour aller vite, on n'a pas d'autre choix, on produit des lactates, c'est inéluctable. Maintenant, est-ce que c'est la lactatémie qui donne les ions H+? Les dernières tendances de la littérature scientifique, sous l'égide de Robergs, hein, qui est un des grands physiologistes du moment, c'est que la production de lactate coïncide avec l'apparition des ions H+, mais elle ne génère pas l'apparition des ions H+, qui en fait viennent de la dégradation de l'hydrolyse de l'ATP. Évidemment, pour courir, il faut dégrader de l'ATP. Quand cet ATP est dégradé de manière aérobie, je vais aller assez vite, hein, les ions H+, qui vont se balader tout le long des phénomènes physiologiques, mais ils vont être pris en charge dans la chaîne de transport des électrons, tout à la fin de la voie aérobie. Hein, vous vous rappelez peut-être du cycle de Krebs et de la chaîne respiratoire. Et dans cette chaîne respiratoire, les protons vont être pris en charge avec l'oxygène, donc H+, et O2, vous voyez ce que ça va faire. Et donc ces protons ne vont pas générer d'acidose. Par contre, quand l'ATP à droite est dégradé de manière anaérobie, ben on a des protons qui, là, vont s'accumuler et vont pouvoir générer une acidose. Donc, il y a bien une accumulation des protons qui coïncide avec l'augmentation de la lactatémie, mais qui n'est pas forcément l'origine. Il y a plein de débats. En ce moment, les gens ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres. Hein. Donc, il y en a même qui pensent que la lactatémie protège de l'acidose, hein, le fait de produire des lactates. Maintenant, concrètement, où est-ce que ça va se situer les sites de fatigue et comment les protons, mais aussi le magnésium qui va s'accumuler, mais aussi le potassium qui va s'accumuler et le phosphate inorganique, puisque quand on a de l'ATP, on dégrade en ADP plus phosphate inorganique, et ces phosphates inorganiques, quand on dégrade beaucoup d'ATP, ils s'accumulent. Et ils sont peut-être la deuxième grande cause majeure de fatigue. Et où est-ce que ça va jouer de manière délétère? On va avoir ici le potassium qui va s'accumuler à l'extérieur de la cellule musculaire, et donc on va avoir une moins bonne dépolarisation pour pouvoir contracter la fibre musculaire. On a des aspects métaboliques, donc on va moins pouvoir faire fonctionner la dégradation du glycogène. La mitochondrie pourrait moins bien fonctionner, et puis ensuite on a des aspects négatifs sur toute la contraction musculaire en elle-même,
avec ici une moindre affinité du calcium sur la troponine ici, et des recaptages et de largage du calcium dans la cellule musculaire, du réticulum sarcoplasmique, qui vont moins bien se faire sous l'effet des ions H+. Ça va? Vous m'avez suivi à peu près dans mon délire? Donc, c'est juste pour vous dire, je résume d'une phrase, que les ions H+, s'ils sont les principaux responsables de la fatigue, vont à la fois avoir des incidences négatives sur la contraction musculaire et sur les parties métaboliques de la contraction. Maintenant, les réponses ventilatoires. Alors, quand on s'est intéressé aux 400 mètres, on s'y intéressait surtout parce que les études qui avaient eu cours sur ce sujet ne faisaient que décrire des 400 mètres qui étaient faits sur tapis roulant, la plupart du temps, ou, dans le meilleur des cas, sur une piste, mais à une vitesse libre. Or, quand on regardait ce qui se passait sur tapis roulant, évidemment, c'est fait à puissance constante, on n'atteint pas VO2 max, et on a des paramètres ventilatoires qui sont stables. Forcément, la vitesse est stable, donc il y a beaucoup plus de stabilité également des paramètres ventilatoires. Donc, dans notre étude qu'on avait conduite à l'INSEP, on a souhaité investiguer l'évolution de la consommation d'oxygène, mais lors d'une course de 400, avec un départ en start, et on a demandé au sujet de faire un 400 comme il le faisait en compétition, en partant sur les bases qu'on avait prévues en fonction de leur meilleure performance. Donc tout d'abord, on commence par un test de VO2 max sur piste, et ensuite, 2-3 jours après, on fait un 400 de type compétition. Et les résultats sont très différents de ce qu'il y avait dans la littérature quand on constatait l'évolution de la consommation d'oxygène sur tapis roulant, puisqu'on a, voilà, là on a le décours de la consommation d'oxygène pendant le 400 mètres. La ligne ici, c'est la valeur de VO2 max qui avait été évaluée dans les jours qui précédaient. Et comme vous pouvez le voir, ben, on atteint extrêmement vite, au 200, une valeur très proche de la valeur de VO2 max. Deux autres choses que l'on peut constater, c'est que VO2 n'est jamais stable. On passe la première moitié de la course à l'atteindre, la valeur pic, et la deuxième moitié de la course à le diminuer. Et enfin, le troisième point à noter, c'est cette diminution significative de la consommation d'oxygène dans la dernière ligne droite. Cette diminution de VO2, elle est vraie sur d'autres distances, le 1500, le 800, et elle est plus importante sur le 400 mètres. Les causes, je vais aller très vite, les causes sont multiples. On peut avoir une fatigue des muscles respiratoires, la cause de cette chute de VO2. Nous, on a montré qu'en cyclisme, c'était une chute du volume d'éjection systolique, donc le cœur qui est moins capable qui est moins efficace dans des situations épuisantes, avec toutes les relations qu'il pouvait y avoir sur d'autres paramètres physiologiques. Mais on n'a pas encore testé ceci en course, c'est juste en position de cyclisme, avec une position qui est très différente de la course à pied. Si on fait le point sur les contributions énergétiques, on peut donc replacer toutes les filières énergétiques pendant le 400 mètres. Là, ça, c'est une étude d'un Finlandais qui avait regardé comment évoluait l'ATP, la créatine phosphate et la lactatémie. Donc là, on a le 0, le 100, le 200, le 300, le 400 mètres. Et vous voyez, ici, on a le décours de tous les paramètres. Donc on va prendre le temps pour regarder cette figure qui est très complète. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, en gris ici, c'est la créatine phosphate. Donc, en d'autres termes, c'est l'anaérobie alactique. Donc, en fait, le premier 100 mètres, comme on peut le voir, c'est on part avec des réserves de créatine phosphate dans les starting blocks qui sont à 16, peu importe le chiffre. Et en 100 mètres, on en dégrade plus de la moitié. Donc le premier 100 mètres du 400, c'est vraiment l'utilisation, et il est basé essentiellement sur l'utilisation de cette créatine phosphate, et qui va être la première fourniture d'énergie, puisque, comme on le voit ici, il y a encore très peu de lactate musculaire et sanguin de produit dans le premier 100 mètres. Dans le second 100 mètres, on voit... Je ne vais pas les faire tous 100 mètres par 100 mètres, mais comme vous voyez, la créatine phosphate va continuer à se dégrader progressivement jusqu'à la ligne d'arrivée, mais en 300 mètres, on va dégrader ce qu'on a dégradé ici en 100 mètres au départ. Ensuite, la lactatémie musculaire va s'accumuler au fur et à mesure des 100 mètres. Elle est ici en bleu.
va s'accumuler au fur et à mesure des 100 mètres de manière relativement linéaire et va participer, ce qui veut dire que la glycolyse anaérobie, le système anaérobie lactique, participe de plus en plus à la fourniture d'énergie, enfin participe à la fourniture d'énergie pendant les 300 mètres qui suivent ici. Et si l'on rajoute la consommation d'oxygène qu'on vient de voir en superposant l'ensemble des courses, ben on voit vraiment que le premier 100 mètres, là, il n'y a pas beaucoup d'aérobie, il n'y a presque pas d'aérobie, il n'y a presque pas de contribution de la filière lactique, et que c'est vraiment basé sur cette filière ici qu'on appelle dans l'entraînement alactique. Et qu'ensuite, ben on va avoir dans le deuxième 100 mètres ici, la VO2 qui va atteindre un niveau tout à fait correct. Là, le système anaérobie lactique qui va participer aussi, ainsi que sur le troisième 100 mètres. Dans le dernier 400, ben on a un effondrement d'un petit peu tout, comme je vais le résumer sur une autre diapo ultérieure. Si cette fois, on laisse tomber un peu l'aspect anaérobie alactique, lactique séparé, mais qu'on cumule pour avoir l'anaérobie versus l'aérobie, on va repartir d'une figure de Banksbo qui avait fait ceci sur un exercice de 2 minutes. Et très vite, je ne vais pas la détailler, on va revenir à une étude d'un collègue belge, enfin, qui est physiologiste, mais d'un physiologiste belge qui a fait ce travail en Belgique et qui a, sur cette figure, représenté, et ça me paraît assez prégnant, l'évolution de la contribution aérobie pendant le 400. Ici, on a le début du 400 ici, la fin du 400 ici. Là, c'est de la récup, à droite. Et on peut avoir un ordre de grandeur de la contribution aérobie qui est sous la ligne rouge ici, et de la contribution anaérobie qui serait ici en vert, qui vous donne un aperçu des contributions relatives de ces deux filières sur le 400. Si l'on représente d'une autre façon, qui est ici de le mettre avec des chiffres, ce n'est pas moi qui les ai inventés, ces chiffres, ça a été calculé, et donc on a une participation majoritaire du secteur, donc ici qui est appelé glycolyse, qui est filière anaérobie lactique, qui est largement majoritaire sur l'ensemble de la course. La phosphocréatine, donc l'anaérobie alactique participant selon ses calculs, on répète bien, pour 12%, et le système aérobie pour 25%. Si l'on essaie de replacer ces contributions sur le tour de 400 mètres, ce qui fait un peu le résumé de toutes les diapos précédentes qu'on a pu voir, ben on a le premier 100 mètres, comme on l'a dit très largement, qui se caractérise par vraiment la participation prégnante de cette filière dite alactique. La glycolyse va très vite atteindre son fonctionnement maximal, puisqu'avant on disait qu'il fallait 7 secondes ou 10 secondes ou 30 secondes, enfin on a dit des choses assez différentes sur la production maximale d'énergie que pouvait apporter la filière anaérobie lactique. On sait aujourd'hui que c'est dès les premières secondes de l'exercice qu'on utilise la filière anaérobie lactique. On n'attend pas 7 secondes. Ce n'est pas 6 secondes 9, on n'en produit pas, puis à 7 secondes, d'un coup, on en produit. On se doute bien que ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, on a vraiment, dès les premières secondes, une participation et une contribution de la filière anaérobie lactique qui commence ici déjà à participer et qui, là, est quasiment à plein régime. Ces deux portions de 100 mètres se ressemblent, avec évidemment des proportions qui varient, mais sont relativement comparables. Et là, j'ai exagéré un petit peu, mais comme on va moins vite dans la dernière ligne droite, on a effectivement une contribution qui est réduite, puisqu'on a moins besoin d'ATP, puisqu'on n'est plus capable d'aller assez vite. On n'est plus assez capable de régénérer l'ATP assez vite pour pouvoir continuer à aller à la même vitesse. Et comme on l'a vu dans les diapos qui ont précédé, on a le système aérobie qui est beaucoup moins efficace qu'il ne l'était dans cette portion-là, là où il atteint son pic. Et on a aussi la glycolyse qui est moins efficace, puisqu'on a une acidose qui est très largement, on va le voir tout à l'heure, très largement présente. J'étais sur les paramètres cardio-respiratoires, donc je vais parler un peu des paramètres ventilatoires. On a ici représenté, si je mettais la légende, ça irait mieux. Donc apparemment, ici c'est le 1500 en gris, le 800 en noir et le 400 en orange. Donc ce qu'est le 400, c'est les paramètres ventilatoires. Donc là, c'est le débit ventilatoire. Là, c'est le volume courant. Et là, c'est la fréquence respiratoire. Donc je ne vais pas détailler. Ce qui est assez notable, c'est de remarquer
la très grande fréquence respiratoire chez les coureurs que l'on avait étudiés, et avec vraiment un profil ventilatoire très particulier pour le 400 mètres. Et en fin de course, comme on peut le voir, on a un effondrement du débit ventilatoire, du volume courant et de la fréquence respiratoire. Et comme on le voit très bien sur cette photo, pourquoi on pourrait avoir ce profil ventilatoire très différent des courses de 800 par exemple? Et l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'on fait du sprint quand on fait du 400. Et qui dit sprint dit gainage. Et qui dit gainage dit implication sur la ventilation, puisque ici on a tout verrouillé, comme on le voit très bien, enfin je ne sais pas si vous voyez très bien parce que l'éclairage est peut-être... on voit bien ici que c'est verrouillé au niveau des abdos et que donc la ventilation est extrêmement haute et extrêmement différente des disciplines plus aérobies, entre guillemets. Et si l'on demandait à un entraîneur, est-ce que tu préfères qu'elle ventile ou est-ce que tu préfères qu'elle soit gainée, la plupart du temps, la réponse, c'est le gainage qui va compter, quoi. Hein, donc, ce qui pourrait expliquer ce type de profil qu'on retrouve sur 400. Là, j'ai donc, si je fais le point, parce que je sais que je parle très vite, donc je vais faire un petit point. On a d'abord regardé les évolutions des stratégies de course, ensuite l'évolution des paramètres cardio-respiratoires, et là, je vais m'intéresser plus particulièrement aux paramètres métaboliques, toujours complètement spécifiques du 400. Une étude très connue de la Cour, qui est une étude française, qui avait été faite dans les années 80, fin des années 80, qui donne l'évolution, les valeurs de lactatémie à la fin de 400. En gros, la Cour, pendant un an, la plupart d'entre vous, vous êtes trop jeunes, mais les plus vieux, on s'en rappelle, pendant un an, c'était Éric Bouvard qui faisait ça, qui était le médecin fédéral, et à l'arrivée de toutes les courses, il nous demandait est-ce que tu es d'accord pour qu'on te prenne des lactates, et donc il a fait ça pendant un an, et là, en l'occurrence, il l'a fait au championnat de France, sur 400, sur 800, et que chez les filles, pratiquement, je crois. Donc peut-être qu'on était plus docile, je ne sais pas. Donc, bon, on ne va pas s'intéresser aujourd'hui aux 800, donc on va le laisser un petit... C'est pas notre propos, mais ça permettait de comparer les deux distances. La moyenne de l'arrivée des championnats de France cette année-là, c'était une lactatémie de 22, 21,8. Donc évidemment des valeurs extrêmement... qui font partie des valeurs importantes, même si on n'est pas la seule discipline. Moi, je travaille avec le cyclisme sur piste, on retrouve les mêmes valeurs en cyclisme sur piste. Et comme on regarde, c'était important à l'époque, parce qu'à l'époque, on disait, oh là là, les lactates, c'est du poison, il ne faut absolument pas en faire. Donc ces études étaient importantes, parce que maintenant, on n'a plus à avoir ce genre de débat et à convaincre de ce point de vue-là, mais il était bien de pouvoir montrer que plus on allait vite, puisque c'est une relation ici entre la vitesse et les lactates. Plus on va vite, plus on a des chances de produire des lactates, ce qui paraît assez cohérent, puisque plus on va vite, plus on a besoin on utilise de l'ATP. Et donc, comme le système aérobie ne va pas être majoritaire, forcément, il va y avoir beaucoup de lactates. Et puis, à l'époque, on avait un jeune espoir qui était vraiment, elle faisait encore que 51 au 400, mais elle était déjà championne de France, et puis comme vous pouvez le voir, c'était pas celle qui en produisait le moins. Même si l'étude est anonyme, nous, on se rappelait, on avait pu discuter et récupérer les noms des sujets. Ah, bien sûr. Ça pourrait être meilleur on est, mieux on se porte. Il y a un mélange des deux. Il y a un mélange des deux. Parce que, en fait, plus on va vite, plus on fait des lactates, mais moins on est entraîné à en faire, moins on peut continuer à en faire parce qu'on est obligé de s'arrêter. Je ne sais pas si... Il faut que je répète, j'étais peut-être un peu vite. Plus on va vite, plus on va produire de lactate, mais si on n'est pas prêt à en produire, on va s'arrêter très vite avant de pouvoir en produire beaucoup, parce que tous les effets délétères qu'on a vus avant vont faire qu'on va être obligé de s'arrêter. L'organisme est assez bien fait en fait. On ne peut pas faire 28 millimoles si on n'est pas entraîné pour les faire. Donc on ne les fera pas. Quelqu'un de pas entraîné n'y arrivera pas. Pardon ? Oui, et puis non, il va être obligé de s'arrêter. Et heureusement qu'on est obligé de s'arrêter. Parce que imaginez qu'on n'ait pas des effets délétères du système anaérobie lactique, on crèverait tous sur la piste. Donc on a des boucles de sauvegarde. Il faut le voir comme des boucles de sauvegarde, le fait de devoir s'arrêter. Ces boucles de sauvegarde, sous l'impulsion des ions H+, ou du phosphate inorganique, à la limite on s'en fiche un peu. Tous ces phénomènes de fatigue nous obligent à nous préserver de nous-mêmes. Et l'entraînement, c'est quand même retarder les boucles de sauvegarde. C'est quand même apprendre à retarder les boucles qui vont faire qu'on va s'arrêter. En fait, c'est un peu ça le 400.
Bon, ben, j'ai fini, je m'arrête. J'ai résumé. T'es d'accord, Hervé? T'es d'accord? Voilà. Oui. Meilleur on est, plus on en produit, plus tard. Bah, je ne sais pas si... Il y a peut-être des personnes qui veulent... Moi, j'ai entendu la question, mais peut-être que tout le monde veut l'entendre. Oui. Je m'assurer que j'avais bien compris. Je voulais dire, meilleur on est, plus on produit de lactate, mais tardivement. C'est pas... Enfin, ouais, je suis pas... C'est pas tout à fait ça quand même, quoi, parce que vous allez... Si vous passez vite au 200, comme vont passer vite les meilleurs coureurs de 4, ils ne peuvent pas passer vite au 200 sans faire de lactate. Ça, c'est pas possible. Et donc, ce qui va retarder, c'est les effets délétères et aussi la capacité à pouvoir courir avec ces effets délétères. Quand vous passez en moins de 21 au 200, vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas produire de lactate. C'est impossible. Donc, on ne va pas dire qu'on attend la dernière ligne droite pour les produire. Ce n'est pas là qu'on en produit le plus. Mais vous allez essayer de retarder les effets délétères et je pense que là, c'est plus avec les entraîneurs qu'il faut que vous posiez cette question-là. C'est ça, produire son maxi le plus tard possible. L'idée, c'est de passer au 300 le moins possible et arriver au... C'est pas une fin en soi. Ouais, mais c'est pas une fin en soi d'en produire le moins possible. Parce que c'est facile de produire le moins possible de lactate au 300. Si j'arrive en 38, je ne vais pas en produire. C'est facile, c'est pas une fin en soi. C'est... J'enchaîne. Je pense que ça fait partie des points qui pourraient être abordés à la table ronde tout à l'heure avec les entraîneurs. Parce que on je va pense tranquillement que la laisser finir son exposé et puis on passera aux questions après, s'il vous plaît. Merci. Jusqu'ici, je vous ai présenté que les résultats des lactates. Donc, on va regarder d'autres paramètres que sont l'acidose. Alors là, évidemment, j'ai que des résultats dans le sang, hein, puisque en France, on n'a pas le droit de faire des prélèvements, de faire des biopsies à l'arrivée des courses. Donc, on a des résultats dans le sang qui sont donc très imparfaitement le reflet de ce qui va se passer pendant le 400, mais qui sont très intéressants néanmoins. Donc, on a sur des athlètes ici, bien entraînés mais pas élites, on a des valeurs de pH à 7. Donc pour ceux qui ne sont pas du tout branchés physio, on va dire, hein, le pH au repos, il est à 7,4. Et au minimum dans le sang, il va descendre à 6,8 en gros. Hein, chez des athlètes très entraînés. Chez des athlètes moins bien entraînés, vous n'aurez pas ces valeurs-là. Hein. Encore une fois, les boucles sauvegarde sont reculées. Donc quand on est à 7, on est vraiment très bas hein, déjà dans le sang. Et on atteint ça très tardivement après la course. Ça, c'est pour ceux qui voudraient faire des petits prélèvements de leur côté. Hein. Ce n'est pas à l'arrivée qu'on va le faire, c'est 5, 6, 7 minutes après. Hein. La lactatémie dans cette étude était de 21 à 22. Et d'autres paramètres qui étaient mesurés, c'était les valeurs de bicarbonate, donc je vais en parler juste après, qui est l'inverse des ions H+. En fait, hein, les ions H+, font baisser le pH, vont le rendre plus acide. Ça va? Et les bicarbonates, il y en a un peu dans le muscle, mais il y en a beaucoup dans le sang, ont le rôle inverse. Hein. Ils vont tamponner ces ions H+, pour éviter que le pH ne baisse. Tant qu'il y en a, ils jouent ce rôle d'empêcher le pH de baisser. Par contre, il y a un moment, il n'y en a plus. Hein. Donc, de toute façon, le système, il est débordé. Donc, pareil, je vais vous donner des indicateurs. Au repos, on a à peu près 25 millimoles par litre de sang de bicarbonate. À la fin d'un 400, on a quasiment vidé toutes les réserves. J'ai rarement vu descendre en dessous de 5. Hein. Je ne pense pas que ce soit possible. Hein. Alors après, c'est peut-être les appareils de mesure. Hein. Et puis la saturation qui est en fait, encore une fois, hein, le sang, quand vous respirez, l'oxygène est dans l'air extérieur, il va aller dans les poumons, puis dans le sang, puis dans le muscle. Quand il passe des poumons vers le sang, il va se charger, il va se fixer sur l'hémoglobine. Ça vous parle? Et donc l'hémoglobine, quand elle est saturée au maximum d'oxygène, elle est saturée à 98%. Donc ça, c'est dans des états métaboliques relativement neutres, normaux. Quand vous faites une épreuve de ce type-là,
bon, le sang va moins bien se saturer en oxygène, donc la saturation elle n'est plus de 98%, mais de 95%. C'est pas très bas, hein, c'est pas dans un 400 qu'on va avoir les chiffres les plus bas. Les chiffres les plus bas que j'ai pu lire, parce que je ne les ai pas vus moi-même, mais pu lire, c'est avec des rameurs qui vont durer longtemps, donc 6 minutes par exemple, dans des conditions d'acidose importantes. Eux, ils descendent sous les 90%, hein, 87, 86%. Donc c'est pas particulier, c'est bas, mais c'est pas particulièrement bas. Alors, un tout petit peu de physio, je suis désolée, j'espère que vous n'êtes pas trop saturé et que je déborde pas trop. Juste pour dire ce qu'est la capacité tampon, parce qu'on en parle beaucoup, ou pas beaucoup, ça dépend de vos centres d'intérêt. Et juste rappeler en quoi ça constitue, donc c'est juste des petites révisions ou des visions, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc là, ce qui est schématisé, c'est le muscle. Là, j'ai schématisé le sang, hein, je ne me suis pas embêtée hein, en termes de dessin. Et puis là, vous reconnaîtrez, vous me ferez plaisir de reconnaître des poumons. Et comme vous voyez, tout est très proportionnel. Donc là, on a la capacité tampon du muscle qui est le premier rempart. Hein. Les lactates et les ions H+, dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'est dans le muscle qu'ils sont produits. Donc c'est le premier endroit où ils vont arriver. Et dans le muscle déjà, on a une capacité tampon qu'on appelle musculaire, qui est en fait basée sur des protéines. La plupart du temps, ce sont des protéines. Par exemple, la carnosine, vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'il y a toujours des marchands qui vous font croire que si vous prenez de la carnosine, vous allez améliorer votre capacité tampon musculaire. Bon, ça ne marche pas, hein, je vous dis tout de suite, mais vous pouvez toujours essayer. Et on va tamponner les ions H+, dans le muscle. On va essayer déjà de les tamponner dans le muscle. Ensuite, le truc le plus important, c'est qu'il va falloir les sortir du muscle. Ils sont produits dans le muscle, mais il faut que je les fasse sortir. Donc déjà, sur place, je les tamponne un peu, et ensuite, je les fais sortir du muscle, vers le liquide interstitiel, puis dans le sang. Alors, on a plusieurs moyens de les faire sortir du muscle. Je ne vais pas tous le détailler, ça va vous faire plaisir. Il y a celui-ci qui est assez efficace, c'est un échange de sodium et d'ion H+, de part et d'autre du muscle. Ce n'est pas celui qui fonctionne le mieux lors à l'arrivée d'un 400, par exemple. C'est celui-ci qui fonctionne le mieux. Donc c'est un transporteur, c'est une protéine, encore une fois. C'est une protéine qui va prendre dans le muscle à la fois un anion lactate et un ion H+, et qui va les passer dans le sang. Et ça, on fait, je dis toujours ça, mais on fait un peu comme M. Jourdain de la prose sans le savoir, on développe ça à l'entraînement tous les jours. Mais on ne se dit pas, je vais aller développer mes MCT aujourd'hui à l'entraînement. Mais quand on s'entraîne, on développe ça. On en a plein de sortes, on en a plusieurs sortes, on en a dans la spécialité de sortir du muscle vers le sang, et on en a d'autres dans la spécialité et de faire que les lactates soient réutilisés par d'autres fibres musculaires qui vont se le torturer, hein, parce que c'est un sucre que les fibres lentes vont apprécier. Là, en l'occurrence, on parle de la capacité de tampon, donc c'est surtout ce qu'on appelle les MCT de type 4 qui vont permettre de sortir le plus vite possible les lactates et les ions H+ dans le sang, pour que le muscle puisse continuer à en accumuler. C'est ça le but. Si je le sors, je peux continuer à en produire. Vous voyez l'idée, hein, je fais de la place, c'est pas tout à fait ça, mais je fais de la place pour pouvoir continuer à contracter mon muscle à de haut régime. Ensuite, une fois que c'est dans le sang, il y a encore une autre manière de tamponner cette acidité, qui sont les bicarbonates. Vous en avez tous entendu parler, hein, puisque vous avez vu les pubs de la Fédé de rugby avec le Vichy Saint-Fior, par exemple, hein, qui prônent l'augmentation du pool des bicarbonates. Donc, c'est les HCO3, là, c'est le bicarbonate. Donc, c'est le bicarbonate qu'on trouve dans l'eau. Hein. Il en existe dans l'organisme. En quantité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, 25 millimoles par litre de sang. Et on va pouvoir tamponner ces ions H+, dans le sang. Et le globule rouge, ici, joue un rôle important. Ensuite, enfin, dernier système de régulation de l'acidose dans le corps, c'est la ventilation, hein, puisque le CO2 qui va être issu du tamponnage ici va être évacué par les poumons. Et vous savez, ça va tout de suite vous parler, quand dans un footing très très cool, vous pouvez vous raconter votre vie avec votre voisin, pas d'acidose, rien du tout, on peut parler, on n'est pas essoufflé. Et puis, il y a un moment, si on accélère, on commence à hyperventiler.
Ben, c'est qu'on commence à mettre en route, tout ça, ça s'est mis en route, quoi. Parce que là, il y a besoin de commencer à tamponner et on ne peut plus parler avec le copain. Ou tout le monde ne parle pas en même temps, on va dire. Voilà, c'est un petit point physio sur la capacité tampon qui est évidemment très importante pour le 400, pour le 800 aussi, bien sûr. Et l'entraînement va jouer sur ces aptitudes-là, avec encore assez peu de connaissances sur l'efficacité des séances d'entraînement. Je pense que les entraîneurs sont en avance sur les physiologistes. Hein. Comme souvent, hein, les physios fait qu'éclairer ce que font les entraîneurs, de mon point de vue. Hein. Alors, je vous ai dit que je faisais un petit focus sur la dernière ligne droite. Donc, encore une fois, une petite étude qu'on avait pu faire sur le 400. Donc, en fait, on avait fait un 400 avec des athlètes de très bon niveau qu'on avait filmé. Pourquoi on l'avait filmé? C'est qu'on voulait tous les temps de passage très très précisément. Pourquoi? Parce que 3 jours après, on avait demandé aux athlètes de refaire le premier 300 exactement sur les bases qu'ils avaient utilisées 2 jours avant. Vous m'avez suivi? Ou je recommence? C'est bon? Ce qui fait que là, on a un 400 et 3 jours après, on a un 300 qui est fait exactement à la même vitesse. Et le but, c'est quoi? C'est qu'on voulait voir quels étaient... Parce que là, évidemment, moi, je ne sais pas faire. Hein, prendre les lactates au 300 d'un coureur qui est en pleine action, il y a un moment, il faut l'arrêter quand même un petit peu. Donc, c'est des infos qu'on n'avait pas. Non, je n'arrive pas, je suis désolée. Donc, en fait, cette méthode qui consistait à faire un 300 exactement sur les bases du 400, c'était un moyen de les arrêter pour savoir dans quel état ils étaient à l'entrée de la ligne droite. J'ai été claire? Oui. Et donc, ça nous a permis d'avoir un état à l'entrée de la ligne droite, et puis le jour où on avait le 400, on avait l'état à l'arrivée de la ligne droite. Vous voyez le but? Maintenant, les résultats. Donc, les résultats, c'est qu'au repos, au départ, pas au repos, parce qu'au repos, il y a plus que ça, mais au départ, après l'échauffement, voilà dans quel état, sur les paramètres principaux dont on a parlé, la lactatémie, les bicarbonates, le pH. Au bout de 300 mètres, on est à 17 millimoles de lactate et on a vidé la moitié de ses stocks de bicarbonate. En 300 mètres, on a vidé la moitié de ses stocks. Et l'acidose est relativement, j'ai cliqué un peu vite, et l'acidité, vous voyez, de 7,4 au départ, on est à 7,16 au bout de 300 mètres de course. Ce ne sont pas des athlètes élites. Hein. À l'arrivée, évidemment, dans la dernière ligne droite, les lactates ont monté beaucoup encore. Les bicarbonates, là, on avait mis 300 mètres pour en vider la moitié, on a mis 100 mètres pour vider l'autre moitié. Et le pH est à 7 à l'arrivée. Tout ça pour en arriver à la conclusion, vous allez me dire tout ça pour ça, parce qu'il y a longtemps qu'on le savait, c'est que c'était pas ça la conclusion, c'était dans la diapo d'après. Et on a une relation ici, qui est ici, je vais vous l'expliquer parce qu'on ne voit pas très bien, entre la valeur de bicarbonate ici à l'entrée de la ligne droite et la chute de la vitesse dans la dernière ligne droite, on a une relation très forte. C'est-à-dire que celui qui finit le plus vite est celui qui a le plus de bicarbonate à l'entrée de la ligne droite. Mais on est bien d'accord que le but du 400, c'est pas de finir le plus vite possible. Hein, c'est pas une fin en soi. On est d'accord, c'est pas le but. Mais donc, on peut se dire que Marc avait sûrement encore beaucoup de bicarbonate à l'entrée de la dernière ligne droite, vu la manière dont il finissait. Et donc, évidemment, je vous assure, j'ai quasiment fini. Sur 400, on a un effondrement dans la dernière droite de tous les paramètres ventilatoires, de la foulée, de l'amplitude, de la fréquence. Mais on a aussi un effondrement de tous les paramètres physio. Je vais accélérer un peu parce que je pense que je déborde un peu. Donc, on vide complètement ses réserves de phosphocréatine. On vide pratiquement tout son pool de bicarbonate. On a un pH qui est très très bas. Un lactate qui est pratiquement au maximum de ce qu'il peut être, et une VO2 qui est très diminuée par rapport à la valeur de VO2 pic. Et donc, la principale caractéristique du 400, c'est qu'on n'a pas forcément des valeurs de lactate et de pH qui sont très différentes des autres courses. Elles sont plus importantes, mais pas si différentes du 800, du 1500. C'est pas ça qui est important. C'est que sur 8 et sur 15, non, sur 15, sur 8, c'est déjà très proche de ça, on va atteindre en fin de course ces valeurs. La spécificité du 4, c'est qu'on a déjà des valeurs très très importantes de lactatémie et d'ion H+, à l'entrée de la ligne droite, et qu'il va falloir se débrouiller 100 mètres avec ça. C'est vraiment ça la caractéristique, c'est qu'il reste 100 mètres à faire dans cet état. Je ne sais pas où j'en suis du temps.
Philippe, je termine ou pas? Reste 2 diapos. Donc les grands championnats, c'était ta demande, hein. Donc moi là j'ai été chercher les infos, je ne les connaissais pas sur les récupérations. Donc voilà comment c'était les Jeux Olympiques cette année, c'était comme ça, chez les hommes et chez les femmes. Donc en gros on a un tout petit peu plus de 24 heures à chaque fois. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ça devient l'élément extrêmement prégnant de la composante du 400 au plus haut niveau, hein, parce que tout le monde n'a pas la chance de faire 3 tours. Juste un petit point sur le retour au calme. Est-ce que le retour au calme est utile ou pas? En ce moment, les physiologistes vous diraient tous non, ça ne sert à rien. Donc pourquoi? Parce que ça va accélérer la capacité, ça dépend pourquoi vous le faites en fait, hein. Le fait de faire un retour au calme va accélérer l'oxydation des lactates et le retour à l'état de base. Mais comme vous ne courez pas avant 24 heures, que vous ayez récupéré plus vite de 5-10 minutes, ça n'a pas tellement d'importance de ce point de vue-là. 24 heures après, vous aurez de toute façon récupéré. De ce point de vue-là, hein. Le fait de faire un retour au calme va augmenter éventuellement le fait de vider encore les stocks de glycogène. Donc pour les physiologistes, ce n'est pas très cohérent. Mais encore une fois, 24 heures après, vous serez revenu à vos stocks initiaux. Donc peu importe, j'ai envie de dire. Certains vont vous dire que ça va augmenter encore les dommages musculaires qui ont pu être produits pendant le 400. Mais je pense que ce qui n'est pas du tout pris en compte, c'est les aspects psychologiques et éventuellement même de récupération du système nerveux central, hein, qui ne sont pas pris en compte. Un retour au calme, ce n'est pas que de la physio, hein, il y a aussi plein d'autres paramètres dans le retour au calme. Et puis, dans cette étude, ce qui était vraiment intéressant et amusant, cet effet avec des nageurs de très haut niveau, je crois, c'est qu'on leur avait demandé de faire des récup à des intensités très différentes, et il y avait une situation où c'était à l'allure que vous voulez. On leur avait dit, c'est libre. Et en fait, c'est l'allure libre qui était la plus efficace. Donc ça, c'est vraiment amusant, quoi. Quand les athlètes, on leur demande spontanément d'aller courir à la vitesse qui leur convient, ben, ils vont chercher la vitesse qui leur convient, et c'est celle qui marche le mieux par rapport à celle qui avait été proposée. Je vais passer cette diapo parce que c'était pour dire quelles étaient les choses dont on avait besoin de récupérer après une compétition. J'ai demandé à un de mes collègues spécialistes de la récupération, et je vous promets, c'est ma dernière diapo, de me faire une proposition. Donc je vous la donne là. Je ne suis pas spécialiste, je vous laisse avoir l'esprit critique. La récup hydrique, ça ne sert à rien de boire plus d'1 litre par heure. Donc il faut étaler, mais ce n'est pas la peine de prendre 1,5 litre en une demi-heure, c'est idiot, ça ne sert à rien. Par contre, il faut étaler. Il est préconisé ce type de récup. Le IOP, c'est pour qu'il y ait un petit peu de protéines, parce que le fait de mettre des protéines stimule l'insuline, et l'insuline favorise la rentrée du glycogène, du glucose dans le muscle. Donc, on restaure plus vite ses réserves. S'il fait un peu chaud, on préconise éventuellement un bain froid. Évidemment, interdiction de jacuzzi ou de sauna. Là, c'est complètement contre-productif. Mais enfin, je pense que vous n'avez pas attendu les physiologistes pour vous le dire. Et puis tous ces aspects-là, en fait, je ne vais pas passer du temps dessus parce que c'est vrai pour des disciplines qui ont quelques minutes ou une heure pour récupérer, mais 400, on a 24 heures, donc c'est plus en amont dans l'entraînement qu'il va falloir se préparer qu'avec des techniques très sophistiquées. Si on a vraiment des suspicions de courbature et si on a les moyens, parce que tout le monde n'a pas les moyens, ça reste relativement efficace pour limiter le pic inflammatoire, hein. Donc des bains froids, 2 fois 5 minutes. Mais il faut avoir le courage de le faire, et l'envie. Et le plus vite possible. Pareil pour le retour au calme, le plus vite possible. Quand vous passez devant les médias pendant des heures, ce n'est pas forcément facile, mais c'est important que ce ne soit pas plus d'1 heure après. Je pense que j'étais un peu longue, peut-être, mais je vous remercie de votre attention. Comme j'étais la caution féminine du colloque, hein, puisque je me suis fait plaisir en mettant plein de photos de femmes sur ma dernière diapo. Quel est votre... Quel est le protocole au niveau du pH? Moi j'ai entendu, mais je sais pas, je crois qu'il marche pas le micro. La question, alors je vais la répéter puisque moi on a la chance ou la malchance de m'entendre. Mais la question c'était quel est le protocole pour le pH
Votre question, c'est les outils ou comme temps? Alors, moi, j'utilise un appareil qui est grand comme ça. Donc, ceux qui sont à l'INSEP l'ont déjà vu, ou en stage, hein, il y en a qui m'ont vu l'utiliser. Ça s'appelle un iStat. C'est grand comme ça. J'ai mis des années à trouver l'appareil qui me convenait. Il n'est pas parfait, mais il vient de chez les urgentistes, en fait. Hein. Il ne vient pas du tout du domaine du sport. Et donc, ce sont des petites cartouches qu'on remplit avec 60 microlitres. Donc, en fait, 60 microlitres, c'est 3 grosses gouttes de sang. 3 grosses gouttes. Et donc, je réponds à votre question ou vous voulez d'autres précisions? Ouais, c'est ça fait ça dans un capillaire très fin, ça fait ça de haut, quoi. Par rapport à la fin de l'exposé, là, moi j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps sur l'aspect de la récupération. Vous avez dit que du point de vue physiologique, au bout de 24 heures, l'effort de 400 mètres a été récupéré? Au point de vue des lactates, uniquement. Qu'en fait, dans l'inconscient collectif, je me mets dedans, hein, quand on fait un retour au calme, c'est pour éliminer les lactates. Les lactates, 1 heure après, il n'y en a plus. Donc, pardon? Le lactate, il n'y en a plus 1 heure après. Donc, ça ne peut pas être ça le but. Parce que sinon, ça ne peut pas être ça l'utilité. Parce que sinon, le lendemain, il n'y en a plus, c'est sûr. Hein. On met maximum, je pense, 2 heures à revenir à... Alors, par contre, si vous avez un relais, si vous enchaînez un 400 avec un 4x4, ou si vous enchaînez dans les interclubs exactement, dans certaines situations particulières, ma réponse n'est pas forcément pertinente. Hein. Hein, mais moi, je me suis située dans la question que m'avait posée Philippe, qui était dans un grand championnat, uniquement basé sur le 400. Donc là, le retour au calme ne va pas vous permettre d'éliminer les lactates plus vite pour le lendemain. Vous les aurez éliminés de toute façon. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne sert pas à rien pour autre chose. Hein. Faut se méfier, il ne faut pas aller trop vite dans les conclusions péremptoires. Hein. Les physiologistes ont déjà dit quelques erreurs, ont déjà dit des bêtises par le passé, donc on y va tranquillement. Les lactates, c'est sûr que ça ne peut pas être l'intérêt quand on court 24 heures après, aucun intérêt. Pour ça, par contre, tout ce qui se passe dans la tête, le retour sur soi-même, le système nerveux central qui est complètement je ne vais pas rentrer dans la physiologie du système nerveux, mais système orthosympathique qui a été hyper boosté et tout, le retour au calme, peut-être que pour d'autres raisons qu'on n'a pas encore mis en valeur, je ne sais pas, Hervé, je sens que tu piaffes, que tu as envie de répondre. Non, mais c'est pour ça, c'est une question. Ah, pardon. Mais donc, il y a là il y a aussi le fait de pouvoir aller pédaler, qui peut être aussi très légèrement, qui va moins proposer de choc déjà, qui peut être aussi utilisé. Après, je ne suis pas sûre qu'il y ait des raisons physiologiques en faveur du retour au calme. Maintenant, on n'est pas que de la physiologie, encore une fois, quoi. Instinctivement, on a quand même très envie de faire un retour au calme, souvent. Donc, je sais pas, moi je crois qu'il faut croire en ce qu'on ressent positif pour soi. Alors, je suis loin de la physio, hein, je suis loin de l'esprit scientifique quand je dis ça. Mais si on ressent profondément, je sais pas, il y a d'anciens coureurs de 4 ici qui répondent à... moi, j'étais très mauvaise au 4, donc Aldo, tu veux... Je savais que j'allais l'embêter, c'est ça qui me faisait plaisir. Passer à une autre question, s'il vous plaît. Juste une rapide. Dans le cas des interclubs, par exemple, où un coureur de 400 doit faire le 4x4 2 heures après ou 2 ou 3 heures après, est-ce qu'il y a intérêt à utiliser un système de récupération active dans l'intervalle, ou est-ce qu'on laisse faire, tu dis qu'on récupère en 24 heures, mais en 3 heures? Si c'est 3 heures, la question est on est à la limite de l'intérêt, mais c'est rarement moins de 3 heures. Hein. C'est rarement 3 heures, c'est encore moins que ça. Après, oui, évidemment, si on a 1 heure entre son 4 et un relais 4x4 ou 4x100, je pense qu'effectivement, il y a intérêt à aller faire un retour au calme dans ce cas-là, oui. Pas forcément en courant, si on a les moyens de faire autrement, mais pas si important que ça. Aldo a une remarque importante, il dit que ça dépend si on a gagné ou perdu.
Ouais. Oui. Ben, il y a moins de choc. La tendance est de plus faire des déboulés que de trottiner. On fait 4-5 déboulés maximum. Voilà. Je pense que c'est des lignes droites, ce qu'on appelle nous des lignes droites. Donc la tendance, vous avez tous entendu, plutôt de faire des lignes droites. Je pense que l'idée derrière, c'est qu'il y ait moins de choc. Donc pas continuer à aller rajouter des petits traumatismes, parce que quand on fait 8 lignes droites, on fait moins de choc que 20 minutes de footing. Et puis, imagine qu'il y a plus d'épargne du glycogène, mais voilà. Je pense qu'on n'a pas encore tout regardé. Moi j'ai une petite question, est-ce qu'il y a des différences garçons-filles? Oui, il y en a forcément, mais je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, je ne vais pas avoir de réponse très pertinente à vous apporter. Je ne sais pas, les entraîneurs auront sûrement plus d'avis que moi de ce point de vue-là. Non. Par contre, sur les données que j'ai présentées là, non, il n'y a pas de différence filles-garçons. Hein. Dans la plupart des populations, c'est mélangé filles-garçons et je n'ai pas de différence entre les deux. Les valeurs de lactate, en fait, les valeurs de lactate sont dépendantes souvent du volume musculaire, non seulement de la vitesse et de la durée de l'exercice, mais du volume musculaire. Donc, les garçons ont tendance à avoir des lactates un peu plus élevés, mais parce qu'ils vont plus vite et qu'ils ont un plus gros volume musculaire en règle générale, avec toutes les exceptions qui peuvent infirmer ce que je viens de dire. Dernière question, et puis on continuera le... Moi, je voulais savoir, vous avez dit lors d'un 400, il y a une accumulation de l'acide lactique. Je voulais savoir si on peut transformer ce lactate en une partie de lactate. Là, souvent, autant sur un 5000, un 10 000, on est sûr de la réponse. C'est que oui, le lactate produit en début de course va être réutilisé comme un substrat. Sur un 400, moi, il n'y a rien qui permet de dire oui ou non de manière extrêmement affirmative, enfin péremptoire. Moi, je pense qu'on n'a pas le temps. Mais c'est que mon avis. Et donc, comme tout avis, voilà, c'est pas du tout de la science, hein, c'est mon avis. Je pense qu'on n'a pas le temps et que surtout les priorités du muscle et de la défense du corps sont ailleurs, quoi. Mais je veux bien entendre un contre-argument et qui me convaincrait du contraire.